Alors, nous sommes ravis de vous inviter à ce nouveau webinaire Habitat Défi Jeunes qui est réalisé grâce au soutien de l'Europe avec les fonds européens de développement régional, mais aussi le cofinancement de la région wallonne et de la métropole lilloise que nous remercions. Alors, notre projet Habitat Défi Jeunes a pour ambition d'aborder la question des jeunes vulnérables dans leur globalité, le logement d'abord, parce qu'il s'agit là de la porte d'entrée, sans mauvais jeu de mots bien sûr, de la demande qui arrive aux divers services d'hébergement que mettent en œuvre les partenaires de ce projet, puisque nous sommes essentiellement des partenaires qui travaillons en matière de logement et d'habitat. Côté français, Arcadis, Urage, côté wallon, Reloja, l'étape Habitat et Participation. Mais alors que les autres questions et besoins surgissent également rapidement, l'emploi, bien sûr, la formation, la mobilité, la culture et pourquoi pas d'autres choses comme le jeu, la réflexion, que sais-je. Ce qui forme en fait l'essence de notre projet Habitat Défi Jeunes, c'est aborder le jeune dans sa globalité, de manière holistique, 360 degrés, chacun utilisera le terme qui lui plaît. Ceci représente d'ailleurs aussi un challenge du projet pour nos partenaires des écoles sociales, penser l'accompagnement social 360 degrés, côté français avec l'Institut social de Lille, côté wallon avec l'ALA. Après un premier webinaire pour définir, si tant est que ce terme ne soit pas trop enfermant ou stigmatisant, nos jeunes vulnérables, tant en Wallonie qu'en France, nous aborderons cette fois la question de leur motivation, au sens tout à la fois de la mise en mouvement, mais avec des approches différentes et complémentaires, côté wallon et côté français. Je ne vous en dirai pas plus et cède dès lors la parole et la place à mes partenaires Anne-Catherine Rizzo de Reloja et Zora Adou d'Arcadis, qui seront les personnes qui vont donc également gérer le débat suite aux exposés. Très bon webinaire à tout le monde. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes motivés. En tout cas, déjà, un grand merci à tout le monde de nous avoir rejoints. Alors, les partenaires du projet Interreg, comme vous, sont interpellés par le public des jeunes vulnérables entre 18 et 30 ans. Nous tentons des approches individuelles, collectives, mais la motivation des jeunes ne semble pas toujours au rendez-vous. Nous sommes toujours à la recherche d'une porte d'entrée pour les harponner, un levier pour les motiver, comment les aborder, les intéresser, les apprivoiser. Nous avons souvent l'impression qu'ils n'ont pas l'envie, comme dirait Johnny, que peu de choses les intéressent, qu'il est difficile de les faire sortir de leur zone de confort, qu'ils sont blasés, durs donc au quotidien. Alors parfois aussi, alors que les jeunes que nous accompagnons sont sur le chemin de l'insertion, ils procrastinent, parfois se sabotent et nous ne comprenons pas toujours le pourquoi de cette attitude. Alors, sur le chemin de ce questionnement, nous avons fait de très belles rencontres dans le réseau et qui nous ont fait réfléchir sur notre posture en tant que travailleur social, qui doit toujours trouver d'autres ressources pour évoluer, d'autres voies. Et nous avons donc sollicité deux de ces personnes ressources pour vous partager un autre regard sur la motivation des jeunes. Il s'agit du côté français de Ségolène Dallongeville, qui est coach spécialisé en parcours atypique, et du côté wallon, Nathan Ovieska, bachelier en psychomotricité. Il travaille dans le service d'insertion sociale de l'ASBL comme chez nous à Charleroi. Alors, pour démarrer ces présentations, qui après donneront lieu à un échange, donc n'oubliez pas que vous avez un chat. Vous pouvez nous envoyer des petites remarques, suggestions que nous pourrons exploiter après les présentations de Ségolène et Nathan. Et nous commençons par Ségolène, honneur aux dames. Merci Ségolène pour démarrer ces petites présentations. Bien, merci beaucoup Anne-Catherine et Pascal pour cette introduction et cette présentation. Merci de votre accueil, merci à tous les participants. Je vais vous proposer aujourd'hui mon regard de coach. Voilà, donc c'est mon métier. Donc, je suis Ségolène Dallongeville, je suis coach spécialisée en profil et parcours atypiques. Je travaille avec des personnes qui peuvent se sentir un peu en décalage, soit dans leur façon d'être, soit dans leur parcours. Et je travaille donc auprès de ces personnes, soit en cabinet, en libéral, dans mon cabinet qui est donc Singuliers et Pluriels, qui est basé à Marc-en-Barœul, près de Lille, soit en intervention extérieure, et c'est le cas notamment
dans le monde de l'insertion. Donc, j'accompagne des personnes à un instant T, on va dire, dans l'observation, ou une co-observation, on pourrait dire, et puis dans une traversée de réflexions autour de problématiques qui peuvent entraver le déploiement de ces personnes. Alors, Singuliers et Pluriels, c'est donc le cabinet que j'ai fondé, qui est un cabinet qui a pour postulat que chaque pièce de puzzle, unique et différente, est nécessaire à l'ensemble, et que c'est bien le caractère unique et différent qui détermine l'intérêt de leur contribution à ces pièces, à l'ensemble que forme le puzzle. Alors, je travaille, on va dire, sur 3 axes auprès des personnes que j'accompagne. Le premier, c'est le droit à exister. Le deuxième, c'est l'autorisation à être différent, presque la sollicitation à réclamer ce droit. Et puis, le dernier point, c'est la restauration de la valeur personnelle. Alors, de quoi parle-t-on ici quand on parle de motivation? La motivation, tout simplement, c'est le fait d'avoir un motif pour agir. Et ça vient donc convoquer voilà, tout un tas de notions, hein, notamment le désir, la volonté, donc tout ce qui va être l'ordre du souhait, mais également, hypothétiquement, tout un ensemble de raisons qui ne sont pas forcément conscientes et qui pourtant poussent l'individu à agir. Et puis, quand on parle de jeunes vulnérables, eh bien, on vient identifier là une portion de la population qui serait fragile, sensible et potentiellement en marge ou exclue d'un ensemble ou en difficulté d'intégration à cet ensemble. Voilà, vous comprendrez que je m'intéresse donc dans ce sujet-là aujourd'hui à tout ce qui va être de l'ordre du motif d'action individuel qui va se manifester dans un collectif. Si je m'intéresse une seconde à ce qui me motive à faire ce que je fais, hein, je pourrais dire que voilà, sont en jeu mes valeurs humanistes, puisque je considère profondément que l'être humain est un être plein de potentiels qui peuvent se déployer. J'ai aussi un désir de contribution, hein, ça doit être ma pièce de puzzle à l'ensemble, à moi. Et puis, j'ai aussi un goût très fort pour la rencontre avec l'autre. Et puis, en jeu, voilà, probablement aussi toute une série de notions ou de moteurs non conscients voilà, qui doivent être à l'œuvre dans toutes mes zones aveugles, dans ma conscience ou dans ma non-conscience. Je voudrais juste replacer les enjeux de l'insertion que vous connaissez forcément encore mieux que moi, hein, en tout cas de ma fenêtre. Voilà. Il s'agit pour les personnes en insertion de pouvoir faire l'expérience d'une vie active accompagnée, c'est-à-dire proposer d'intégrer un collectif, de se ranger, on va dire, dans un certain nombre de règles de vie, et puis également d'être attelé à des missions spécifiques. Cette expérience mène donc à s'ouvrir à un nouveau domaine professionnel ou un ancien, hein, mais s'ouvrir à un domaine professionnel, et éventuellement d'y contacter voilà, un goût pour un ou des métiers corrélés à ce domaine professionnel. C'est l'occasion pour ces personnes donc, de développer leurs compétences, hein, ça fait effectivement partie des objectifs. Et in fine, eh bien oui, c'est l'opportunité pour chacun de se faire une place dans la société. Et donc, au travers de ces enjeux de l'insertion, je voudrais juste spécifier qu'on vient toucher là, d'une part, à la fois les mouvements d'intégration ou de disqualification de ces personnes par un groupe, mais aussi d'autre part, le rapport individuel que pourrait avoir cette personne envers un ou des groupes. Pour la personne qui travaille en insertion, qui est salariée en insertion, je considère que c'est une expérience bidimensionnelle qui viendrait s'articuler entre 2 axes. Un premier axe que vous voyez s'afficher là, qui serait celui plutôt technique, des savoir-faire, des compétences, qui serait voilà, polarisé entre d'un côté la recherche de sécurité. Je fais ce que je sais faire parce que j'ai des repères, j'y suis bien, j'y suis à l'aise, j'y suis confortable. Et puis la possibilité de l'autre côté, la polarité opposée, c'est la prise de risque qui serait d'aller à l'aventure. Aller à l'aventure de tester de nouvelles choses, apprendre, découvrir de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, s'éprouver dedans, éventuellement faire des erreurs. Et en tout cas, voilà, c'est un axe voilà, qui s'articule entre ces 2 polarités. Et puis, en transversal, on a aussi un deuxième axe qui est celui des savoir-être, oui. Donc, qui serait plutôt un versant relationnel, hein, qui va se polariser exactement de la même façon entre une recherche de sécurité. Je suis dans ce que je connais. Voilà, je ne sors pas forcément de mes habitudes relationnelles
je reste dans quelque chose de facile pour moi. Et puis aussi, de l'autre côté, de la même façon, on a aussi cette capacité à aller prendre des risques, à essayer de nouvelles choses, de nouvelles mises en relation, de nouvelles mises en contact, de nouvelles façons de communiquer. Donc voilà, c'est un peu là-dessus que ça vient s'articuler. Et je pourrais imaginer que la personne qui entre dans un dispositif d'insertion, au tout départ, pourrait se situer ici, symbolisée par cette croix jaune, plutôt dans la partie en bas à gauche de ce schéma, c'est-à-dire plutôt dans une zone où il y aurait une recherche de sécurité très, très forte et donc un maintien dans une forme d'habitude, hein, tant sur les savoir-faire que sur les savoir-être. Et le dispositif de l'insertion, sa dynamique permettrait éventuellement à cette personne d'explorer l'autre portion de ce schéma, donc plutôt la mise dans l'aventure, du côté un peu plus aventurier, je vais prendre des risques et essayer quelque chose de nouveau. Et alors pour les personnes accompagnées, il y a un enjeu individuel, hein, qui va être celui, comme vous l'avez compris au travers du schéma, celui de l'adaptabilité, qui serait à observer comme à double entrée, hein, comme ayant deux pans. Le premier pan, c'est celui de la capacité à s'adapter à de nouveaux milieux ou à de nouvelles situations. Et donc, le dispositif d'insertion permet à la personne de développer ça. Et en même temps, il y aurait un deuxième pan de cette adaptabilité qui serait que, tout en menant ces nouvelles expériences, la personne peut être entre guillemets un peu malmenée. Et donc, l'idée, c'est qu'elle puisse aussi s'adapter à ses propres besoins tout en faisant ces nouvelles expériences. Donc, comment cette personne va pouvoir être au plus juste de ses propres besoins. Voilà, alors la question des besoins m'a forcément amené à citer Maslow, hein, que vous connaissez sans doute tous les uns et les autres, ou peut-être pas d'ailleurs, en tout cas qui est assez connu et qui avait modélisé, justement, qui avait théorisé sur la motivation. Et voilà, qui avait corrélé la question des motivations à la question des besoins. Et donc, dans son modèle, il y a l'idée d'une forme de hiérarchie entre des besoins. Maslow avait donc hiérarchisé les besoins. Hein. Donc, il estime que selon lui, il y a 5 paliers de besoins principaux pour l'individu et que pour satisfaire l'intégralité de ses besoins, il y aurait comme une forme d'ordre logique à suivre. Donc le premier palier que vous voyez s'afficher tout en bas, qui est celui de la réponse aux besoins physiologiques, dormir, boire, manger, donc on est sur ces besoins-là. Et Maslow considère que tant que ces besoins-là ne sont pas satisfaits, il est difficile et complexe pour l'individu d'accéder à d'autres types de besoins et à se rendre disponible pour d'autres types de besoins. Voilà, et donc la dynamique, c'est qu'on monte d'un palier à chaque fois. Donc, le deuxième palier, c'est celui de la sécurité qui vient tout simplement définir le fait de pouvoir être dans un environnement stable, prévisible, et de pouvoir faire confiance. Si on vient regarder le monde du travail, ce serait par exemple d'avoir des horaires bien définis, un contrat qui serait clair, qui permettrait de ne pas être toujours dans l'appréhension du lendemain, etc. Le troisième palier, c'est celui de l'appartenance. Il est forcément nécessaire pour chacun de pouvoir se sentir accepté, éventuellement d'avoir un statut parmi un groupe. Une fois que ces besoins-là sont satisfaits, l'individu peut aussi accéder à ses besoins de reconnaissance qui parlent de pouvoir se sentir utile, hein, et contribuer à un ensemble. Puis on peut parler aussi d'estime de soi. Hein. C'est là que l'estime de soi se renforce aussi. Et puis le tout dernier palier de ces besoins essentiels de l'être humain serait celui de l'accomplissement de soi, avec une disposition à apprendre, à grandir et à être fier de ce qu'on a réalisé. Parce qu'en fait, quand on parle d'insertion, on vient souvent se placer sur le palier du besoin d'appartenance, hein, insertion à un groupe. Hein, donc, c'est là qu'on se situe. Et en même temps, on peut observer au travers de ce schéma comme il serait complètement impossible d'isoler ce palier-là des autres. Hein. C'est-à-dire que si l'on souhaite que la personne puisse gravir dans cette pyramide et aller vers l'accomplissement d'elle-même, on ne peut pas faire l'impasse, et d'ailleurs les dispositifs d'insertion en tiennent bien compte, hein, de ces besoins de sécurité, ces besoins physiologiques qui sont les premiers paliers à satisfaire. Vous direz que vient faire le coach dans ces questions de motivation, là, ici. Eh bien, le coach, lui, ou moi en tout cas, il sert à pouvoir faire de l'observation et de la mise en lumière des motifs qui peuvent venir justifier les actions des personnes. Et ça se fait justement dans une intersection, hein, et c'est pour ça que c'est symbolisé comme ça
sur ce schéma l'intersection entre ce qui se passe entre la personne accompagnée qui est au contact du collectif, aussi par le biais des missions qui lui sont attribuées. Donc, en tant que coach, je viens me placer à la lisière de tout ça et je viens un tout petit peu m'imprégner de ce qui se passe là et je viens observer les phénomènes qui s'y produisent dans ces interactions. Tout à l'heure, on avait dit en préambule que oui, parfois, voilà, les fonctions qui sont celles des travailleurs sociaux, il pourrait y avoir l'impression que voilà, les jeunes ne sont pas motivés, les jeunes sont blasés. Oui, bon, bah, peut-être. En tout cas, je trouvais ça intéressant de pouvoir venir ici apporter une petite distinction. Effectivement, il y a des faits qui peuvent être perçus et éventuellement interprétés. Et donc, qu'est-ce que c'est que des motifs d'action? Alors, il y a la perception que les uns et les autres peuvent en avoir, et en même temps, il y a les faits tels qu'ils sont. Alors, si on regarde les faits observables, admettons que le fait soit « cette personne reste en retrait et ne parle pas », une interprétation possible serait « cette personne n'est pas motivée, ne participe pas ». Okay. Pour autant, ça n'est pas le fait. Un deuxième exemple, cette personne fait ce qu'elle sait déjà faire. L'interprétation possible, ça pourrait être cette personne va à la facilité, elle n'a pas l'air d'avoir envie de grandir. Ok, c'est encore une interprétation. Ou bien, un autre exemple, cette personne se dépêche de finir ce qu'elle a à faire. Interprétation possible, elle n'est pas impliquée. Tout ce qu'elle fait est vite balayé. Dernier exemple, cette personne accepte la mission qui lui est confiée. Interprétation possible, elle aime ce qui lui est proposé. Bon, alors encore une fois, il s'agit là d'interprétation. Et je trouvais ça important de faire cette petite distinction. Alors, de mon côté, eh bien, mon travail consiste à aller explorer ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire à vraiment questionner les faits, à essayer le plus possible d'éviter toute interprétation et puis d'aller questionner auprès de la personne elle-même ce qu'il se passe. Donc, si je reprends l'exemple de cette personne est en retrait et ne parle pas, si la personne me dit, ben voilà, moi, c'est ça que je fais, je me mets à l'écart et je préfère ne pas intervenir. Eh bien, moi, je vais aller questionner ce qui se passe là. Mon intervention vise donc à mettre de la lumière sur ce qui est à l'œuvre. Et l'idée est de éventuellement permettre à la personne de venir se mettre en conscience de ce qui se passe, de quels sont ces mécanismes. Comment je fais ça? Bien, je vais aller rechercher par un questionnement les bienfaits, les effets, les ressentis, les gènes éventuels que peut provoquer cette situation. Donc, si la personne me dit « je reste en retrait » et je ne parle pas, je vais poser la question. Le but de ces questionnements, c'était de pouvoir favoriser vraiment chez la personne sa capacité d'ajuster ses actions, si nécessaire pour elle, et si c'est adéquat pour elle. Donc, on est toujours dans une adaptation personnalisée. Alors, je vais essayer juste par ce petit schéma de vous démontrer ce que peut être le fait de démêler ce fil, cette pelote. Il y a souvent des choses un peu cachées derrière le fait lui-même qui peuvent être très parlantes. Et donc, je vous ai reporté ici un exemple de conversation que j'aurais pu mener avec une personne. Ici, il s'agit d'une personne fictive parce que pour des raisons de confidentialité, je ne dévoile pas la réalité de mes échanges avec les personnes que j'accompagne, mais je vous ai représenté quelque chose d'assez significatif qui pourrait être tout à fait réel et rencontré dans mes accompagnements de personnes en insertion. Ce que je fais là, c'est que je viens observer les motifs apparents, mais je viens aussi révéler les désirs cachés dans ce dialogue-là. Ce dialogue, il est représenté ici autour de ce fil de pelote que je viens essayer de dénouer. Et puis, sont représentés en haut, dans les bulles plus foncées, le verbatim hypothétique de la personne que j'accompagne. Et puis, en bas, mes interventions. Donc, la personne démarrerait par « je n'ai pas envie de faire ce que machin me demande ». Ok. Et donc, moi, je dis « ok ». Et donc, qu'est-ce que tu fais alors? Et la personne pourrait me répondre, bah rien, je reste sur le côté, je regarde les autres. Ok, et ça te convient, ça? Bah, je m'ennuie, mais au moins personne ne m'embête. Ah, tu as déjà vécu ça, que quelqu'un t'embête? Ah ouais, une fois j'essayais, j'y arrivais pas, puis machin, il m'a fait bon, ok, t'y arrives pas, donne, je vais le faire. Ah, et ça t'embête, ça. Et je vois en même temps, sur l'expression de ton visage, que ça a l'air vraiment dur de vivre ça. La personne peut faire un silence, en général, voilà, il se passe quelque chose pour elle quand il y a ces silences qui se placent. Et puis elle poursuit, ah ouais, ça va, je suis pas là pour me faire insulter, moi, je suis pas nulle, je suis pas nulle, moi.
Et je pourrais répondre quelque chose de l'ordre de « Effectivement, je te connais un petit peu et je sais bien que tu n'es pas nul. Hein, je le sais bien. Et par exemple, là, dans cette situation-là, à la place de ça, tu aurais aimé qu'ils te disent quoi, machin ?» Et la personne pourrait me répondre bah, qu'il m'explique ou qu'il me montre pour que je puisse apprendre. Mais de toute façon, mes parents ils m'ont toujours dit aussi que je suis nulle. Et je suis touchée en vous partageant ça parce que c'est une réalité. C'est une réalité de toucher à l'intime de cette façon-là, de déceler en tirant le fil ce qui se cache vraiment. Et vous pouvez peut-être observer comme là, au tout départ de cette conversation, il y aurait pu avoir une interprétation qui dirait « Ok, cette personne n'est pas volontaire. Elle me dit, j'ai pas envie de faire ce que machin me demande. » L'interprétation aurait pu être celle-là. Cette personne n'a pas envie, elle n'est pas volontaire. Et quand on prend le temps de dérouler le fil, on vient toucher à la blessure. C'est ça qui me touche. Hein, donc voilà, dans ma vie réelle, je me laisse toucher, tout comme je me laisse toucher là. Je rebondis, je partage mes émotions, je dis ça me touche. Et là, à partir de ça, on peut faire un vrai travail de revisite de ce qui est à l'œuvre là, et éventuellement de réactualisation de ce qui pourrait être une ancienne blessure qui se réactive là, au détour de quelque chose de tout bête, hein, qui est une proposition de travail. Quelque chose se réactive et vient bloquer la personne. Et on peut faire un vrai travail à partir de cet endroit-là. Okay, voilà, je trouvais ça important de vous mettre en évidence. Voilà. Et donc oui, je précisais à la fin de cette page-là que à partir de tous ces questionnements, on peut ouvrir à la communication. Et l'idée, c'est de pouvoir éloigner la fatalité. La fatalité ici, ce serait que la personne reste enfermée dans « je suis nulle ». Et pourtant, quelque chose se réveille à l'intérieur d'elle et dit « non, je ne suis pas nulle ». Mais elle s'empêche de pouvoir le matérialiser. Elle s'empêche de pouvoir s'emparer de l'opportunité d'apprendre quelque chose à cet endroit-là. Parce qu'il y a quelque chose de ses croyances, de sa construction, qui vient entraver sa possibilité d'aller demander à machin qu'il lui montre et qu'il lui explique. Et tout l'enjeu de mon accompagnement, c'est de permettre à cette personne d'aller s'autoriser à demander une explication, une démonstration pour accéder à sa propre possibilité d'expérimenter. Vous observez comme dans cet exemple-là, on vient toucher à l'intime. La personne, quand elle s'autorise à dire tout ça, elle parle d'elle, d'un elle profond, d'un elle sensible. Et tout ça, ça doit se faire vraiment dans un cadre sécurisé. Hein. Quand on vient ouvrir les motifs profonds de telle ou telle action ou non-action qui demeure une action, hein, on le fait vraiment dans un cadre spécifique qui vient protéger la personne. Et donc ce cadre-là, il est vraiment important qu'il soit différencié du cadre hiérarchique. Hein. Ce n'est pas au chef d'aller faire ce travail-là, ce n'est pas au responsable, au directeur d'aller faire ce travail-là, c'est à une personne externe qui est dans une forme de neutralité. Hein, c'est vraiment important qu'il puisse ne pas y avoir de confusion pour la personne accompagnée sur l'intérêt qu'il y a derrière. Ma neutralité permet à la personne de s'ouvrir parce qu'elle sait qu'il n'y aura pas d'instrumentalisation de son propos. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui se passe dans le travail social, mais souvent, les personnes en insertion peuvent avoir eu des parcours tellement complexes de relations qu'il pourrait souvent y avoir dans leur esprit l'idée qu'il y a une instrumentalisation de leurs propos et donc une censure. Donc on fait un cadre vraiment sécurisé avec une personne tierce et neutre, justement pour permettre à cette parole de s'ouvrir. Donc ça se fait vraiment dans la garantie d'une confidentialité, d'un non-jugement et d'une réelle bienveillance. Ça se fait hors prise d'intérêt, c'est ce que je vous disais. Hein. On reste centré, ma posture neutre permet de rester centré sur les objectifs de la personne, hors évaluation, hors tu mérites, tu ne mérites pas, tu auras tes congés, tu n'auras pas tes congés, etc. On ne sait pas le propos. Ici, on est centré sur la personne. Et puis, troisième point, ça se fait surtout avec un professionnel de l'écoute. Hein, c'est vraiment des entretiens qui sont très particuliers, qui vont toucher à des choses très très dures, très très sensibles chez chacun et qui vont réveiller des choses pas aisées. Hein. Donc ça se fait vraiment par un professionnel de l'écoute, éventuellement formé au coaching, voilà, tel que je le suis. De l'idée d'une complémentarité de métier hein, autour du dispositif d'insertion. Si l'objectif est d'actualiser la disponibilité de la personne
à de nouvelles expériences, il y aurait une action vraiment complémentaire entre un côté travailleurs sociaux qui vient sécuriser plutôt le cadre extérieur à la personne, c'est-à-dire qu'on vient tranquilliser la vie matérielle en apportant du logement, un salaire, voilà, un statut, etc. Et puis proposer un apprentissage encadré en termes de savoir-faire. Et puis, côté coach, eh bien, il y aurait, je dirais, une intervention plutôt sur le côté de la sécurisation intérieure de la personne. Hein, on vient mettre à jour les phénomènes qui sont engrammés dans l'histoire développementale de la personne. Et puis, l'idée, c'est qu'on puisse accéder à des propositions de modification comportementale qui sont adaptées à là où elle en est et là où elle a envie d'aller avec les moyens dont elle dispose à l'instant T. Hein, et on vient voilà, cultiver ces moyens et des ressources. Voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de vous partager de mon regard de coach sur le travail d'insertion, hein, sur tout le dispositif d'insertion. Merci Ségolène, merci pour ton intervention. Je propose qu'on puisse enchaîner directement avec Nathan. À ton tour, on te passe l'écran. Bonjour à toutes et tous, donc Nathan Viesca, je suis bachelier en psychomotricité dans un service d'insertion sociale donc, dans la région de Charleroi. La motivation donc, des jeunes vulnérables, ben, vous allez voir qu'il y a plusieurs axes. Hein. Alors mon axe bien sûr en tant que psychomotricien, c'est l'axe du corps. Alors, c'est le début donc, de mon histoire en fait en service d'insertion sociale. La personne donc responsable de l'institution où je suis est venue me chercher en me disant tiens, il y a un souci au niveau de la verbalisation des personnes, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté vraiment de pouvoir parler d'elles. Donc, parfois, ça parle beaucoup, parfois on est dans l'inhibition motrice. Mais finalement, est-ce que ces personnes parlent vraiment d'elles? Et donc, qu'est-ce qu'un psychomotricien pouvait faire là-dedans? Alors, bien sûr, passer par le corps. Le public avec lequel je travaille est très large. Alors, à partir de 18 ans jusqu'à la soixantaine, mais ici, je travaille aussi dans un cadre de progénites, donc de jeunes de 18 à 25 ans. Alors, comment ça se passe? Eh bien, d'abord, j'analyse les personnes lors d'analyses psychocorporelles, c'est-à-dire comment sont ces personnes avec leur propre corps, dans l'environnement et en relation. D'abord, je les rencontre en individuel pour comprendre là où elles en sont. Ensuite, j'essaye de comprendre également quels seraient leurs intérêts propres en leur demandant, mais aussi en analysant de nouveau leur posture, leur manière d'être. Je passe ensuite, je les dirige vers différentes médiations de groupe. Donc ça peut être au travers de différents canaux. Ça peut passer des arts martiaux aux arts-thérapies, que ce soit le dessin, ça peut être peut-être du travail d'argile éventuellement. Il n'y a vraiment pas de limitation. Des ateliers mouvement, danse, préparation physique, cuisine, jeux de société, football. Alors, un de mes professeurs disait, finalement, la psychomotricité, elle est dans tout et c'est vraiment avec les adultes ce qu'on peut y trouver, c'est-à-dire qu'au final, bien, dans la manière d'être, déjà, on peut travailler tout ce qui est psychomoteur. Donc, je rappelle quand même pour tout le monde, au cas où les gens ne connaissent pas, parce que parfois, psychomotricien, c'est un petit peu en Belgique cadré sur l'enfant. Tiens, le psychomotricien qui joue avec l'enfant, c'est pas vrai. Le psychomotricien donc, touche vraiment à la population de la plus petite enfance jusqu'à la fin de vie. Alors, mon but ici va être de travailler finalement l'expression corporelle, pas simplement pour le travail en thérapie corporelle, mais d'amener vers une ouverture qui permettrait le verbal, qui permettrait de rencontrer finalement les assistants sociaux, rencontrer donc la psychologue et pouvoir se livrer. Alors mes constats, en fait, quand je reçois ces jeunes, on m'a engagé au départ pour de la restructuration de ces personnes. Alors mon constat vraiment de départ, il est que finalement, on n'a pas des personnes qui sont déstructurées, mais qui, depuis l'enfance, finalement, ont manqué de structuration. Ce manque de structuration, il vient d'un déséquilibre au niveau familial, d'un retour où les parents n'ont pas rendu un regard dont l'enfant avait besoin, par exemple. Il y a parfois un parcours institutionnel de longue date, une précarité transgénérationnelle. Et c'est là où la construction finalement des repères, des limites, du sentiment de sécurité qui est nécessaire pour pouvoir se construire une vie en temps scolaire
que dans le travail, etc., ou dans le social, il n'est pas assez solide finalement. Il est beaucoup trop fragile que pour pouvoir mettre des choses en place, pour se sentir sécure que pour pouvoir élargir tout ça. Et donc, c'est la porte ouverte à la vulnérabilité. Je vous le disais, au départ, tout ça pour moi prend racine un peu dans l'enfance. Et donc, je dois vous parler un peu de la théorie de l'attachement. Parler de ça. Donc, je pense que la plupart des gens ont une petite connaissance de qui est Bowlby. Donc, la théorie de l'attachement a été exposée par Bowlby en 1959. C'était un psychanalyste, hein, suite à une étude qu'il a faite sur des jeunes délinquants et des enfants hospitalisés. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette théorie, d'un point de vue très général? Eh bien, c'est que l'attachement, c'est un lien entre un individu et une figure d'attachement. Le premier attachement, la première figure d'attachement, c'est la maman. Hein. Lorsque l'on passe finalement du ventre, hein, intra-utérin, on passe à l'environnement aérien, et puis on garde ce lien avec la maman. On va avoir des demandes, on va avoir des besoins, et ces besoins vont être compensés, vont en avoir la réponse par la maman. Alors la maman va être la première figure d'attachement, comme je vous le disais, mais pas forcément. Dans le sens où si la maman ne répond pas, eh bien une deuxième figure d'attachement, une grand-mère, ou même, et ça c'est bien pour nous, travailleurs avec l'humain, que l'on soit soignant ou dans le social, c'est que finalement, il y a toujours possibilité d'un remplacement. Et donc de prendre cette figure d'attachement pour pouvoir donner une certaine sécurité à la personne. Alors depuis l'enfance, donc le bébé est un être déjà qui recherche le social, on se développe d'un point de vue moteur, psychomoteur, on fait des intégrations, on va élargir les figures d'attachement et on va avoir, au fur et à mesure du développement psychomoteur, la possibilité de se relever, d'aller à quatre pattes, de marcher, et tout ça va toujours s'agrandir et on va rechercher des figures d'attachement dans les activités que nous faisons. Alors à l'école, on va avoir le maître d'école, des copains, etc. Et ça va être pareil finalement même dans notre vie professionnelle. On se sent bien dans un cadre professionnel parce qu'on a une relation privilégiée avec un chef, avec des collègues qui vont finir par nous renvoyer ce dont nous avons besoin. Alors les troubles de l'attachement, déjà chez l'enfant, on peut les caractériser comme étant, par exemple, un trop-plein d'autonomie, trop d'autonomie pour un âge réel. On voit des enfants qui sont très petits. Donc moi, je le vois parce que je travaille également en tant qu'indépendant, donc avec des enfants sur prescription médicale. Et donc, on voit ces enfants qui savent déjà couler le bain, se préparer à manger, etc., alors qu'ils sont tout petits, ils s'occupent de la fratrie. Et finalement, les parents sont là, ils sont super fiers. Alors en vérité, ça c'est un peu plus difficile à déterminer, bien sûr, avec des adultes. Hein. Mais avec des adultes, ce qui est très marrant, c'est quand on les voit arriver, ces gens ont l'air super autonomes aussi. On leur fait faire des activités sportives, ils ont une super motricité, ils jouent au football incroyablement bien, ils sont en relation avec les autres apparemment parce qu'en fait ils ne dévoilent rien d'eux-mêmes, tout reste toujours très en surface. Ils ont par contre une position corporelle qui est souvent très provocatrice. Alors on a par exemple un creux du dos qui est très prononcé, quelqu'un qui est très, très bombé comme ça, avec un regard qui est soit tout à fait allant de la gauche vers la droite et cherchant des appuis, fouillant, ou bien au contraire très, très directif et allant vraiment vers la personne, mais déjà en cherchant la confrontation. Donc on est dans de la confrontation qui peut être verbale et physique. On a également, lorsqu'on donne rendez-vous à ces gens pour des rendez-vous individuels ou des activités, un manque de fiabilité qui peut être dû à de l'autosuffisance, hein, mais aussi à plein de peurs qui sont toujours là. Alors on a des gens qui sont soit dans l'inhibition motrice, ou là j'ai mis un mot sur le PowerPoint qui ne me convient pas très bien, mais enfin hyperactivité. On a toujours des gens qui sont très très mobiles, qui sont toujours en train de bouger en face de vous. On se dit, mais comment est-ce qu'on va arriver à les fixer? Est-ce que le gars est ici avec moi ou est-ce qu'il est en train de partir? C'est également des gens qui sont dans une hypervigilance depuis l'enfance, qui sont dans des habitudes d'hypervigilance. Du fait de l'autoprotection, du besoin d'autoprotection, ils vont voir des agressions continues un peu partout, même là où il n'y en a pas. Et donc, il y a un mal-être de vie générale. Alors, pour contrebalancer ce mal-être,
on a des risques accrus de consommation pour pouvoir se donner une sécurité temporaire, apparente. Le rôle du psychomotricien, ça va être déjà d'accueillir la personne, parce que j'ai remarqué une chose, c'est que au départ, l'accueil est très très important. Lorsque l'on arrive dans ce type de situation, sans domicile fixe, avec des difficultés de vie, etc., dans nos services, on se trouve face à un assistant social qui va être de l'autre côté d'un bureau et qui va suivre une certaine liste peut-être de choses à faire pour pallier à des choses très, très concrètes sous pression finalement, hein, un peu dans l'urgence. Et donc, il n'y a pas de cadre sécurisant, on est toujours dans l'insécurité. Et donc, moi, je vais essayer de les accueillir dans une salle, dans un bureau, où on est hors du temps, dans un espace sécure, finalement, et je vais être là avec une empathie, que l'on appelle en psychomotricité tonico-émotionnelle, donc pas simplement l'empathie psychologique, mais aussi bien percevoir vraiment le corps, et je vais essayer de répondre à la personne par la posture qui va être correcte et répondre à ses besoins un peu en miroir. Ensuite, dans les activités, je vais essayer de mettre le jeune en mouvement au travers tout d'abord de la seule chose qui l'accompagne continuellement, c'est-à-dire son corps. Alors, il peut avoir perdu le domicile, il peut avoir perdu d'autres choses, les relations avec les parents, perdu sa carte d'identité, où il y a vraiment plein de choses qui forment un peu cet esprit de je me suis dissous de la société et je ne suis plus existant. Et là, on va essayer de le raccrocher avec la chose qui est toujours bien présente, même si elle n'est pas toujours fiable, c'est son corps. Je vais essayer ensuite de proposer des activités où il va faire tomber les différentes postures de sécurité, les barrières, les freins, le faux self, où il va finalement essayer vraiment de pouvoir, par les activités, faire émerger des émotions et prendre conscience psychiquement des activités qu'il fait et comment il les fait. Quelle est sa posture dans la salle, s'il est en retrait, s'il est au centre de la salle. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que ça met en jeu chez lui? En fait, tout un ensemble de facteurs. Je vais amener vraiment la prise de conscience de ces fonctionnements et ensuite, je vais essayer de favoriser lors de débriefing l'expression verbale de ces émotions qui vont être finalement ce que je vais vraiment rechercher à faire émerger. Ce sont des émotions, des actes parfois qui vont mettre en jeu un membre, deux membres, une partie du corps ou l'ensemble du corps. Et ensuite, on va spécifier un peu quelques demandes de manière à ce que ce soit vraiment progressif. Et ensuite, donc, je vais amener à la verbalisation des émotions, comme je vous le disais, de manière, pas à pas, à pouvoir s'ouvrir, par exemple, à mes collègues assistants sociaux, nouveaux, à la psychologue, hein, et à passer à un autre type de verbalisation, puisqu'ils vont s'en sentir capables. Alors, les médiations psychomotrices, eh bien, je vous le disais tout à l'heure, elles peuvent être vraiment de tout ordre. C'est-à-dire que je travaille au travers d'arts martiaux, de médiation artistique, ça peut être la cuisine, ça peut être des sports, des jeux de société. Alors, je ne vais pas vous faire le détail parce que par activité et par spécificité, on peut choisir vraiment les buts à atteindre, les objectifs à atteindre avec chaque personne, soit d'une manière globale, soit d'une manière vraiment spécifique. Je vais aussi jouer avec les personnes dans le sens où je vais mettre en action des personnes qui vont être soit vraiment aux antipodes l'une de l'autre, ou bien qui vont avoir un même type de fonctionnement pour pouvoir venir se renforcer, ou, je vous le disais, donc vraiment aux antipodes pour pouvoir au contraire venir s'interpeller mutuellement. Alors on crée des relations, donc on est vraiment dans je pars de moi, je vais vers l'autre. On travaille les appuis et la posture. On travaille les limites du corps, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est l'autre. J'apprends à dire non aussi, j'apprends à dire cette activité ne me convient pas, et là on ouvre un petit peu vers tout ce dont parlait Ségolène tout à l'heure. Le contact avec soi, le contact avec les autres, que ce soit physique, que ce soit avec le regard. Subir un regard, donner un regard. Quelle valeur prend le regard? La sécurité interne, on en parlait tout à l'heure, comment ça se construit? Comment est-ce qu'on va petit à petit amener une personne qui est insécure à se sentir bien? Ça peut être dans l'espace et le temps de la salle de psychomotricité ou d'activité. Parce que c'est une salle qui va contenir un cadre, qui va être petit à petit sécurisant, on va rassurer la personne, on va faciliter la personne à être ce qu'elle est et à l'autoriser à être surtout, hein, dans un espace et un temps différent de celui de la rue. On va essayer d'aller rechercher la symbolique de ces actes et de ces actions. Et de ses pensées aussi, s'autoriser à penser, à dire les choses. Alors ça va aussi avoir un effet sur le développement de l'attention.
on a des jeunes qui se disent « mais moi, le scolaire, c'est pas pour moi, la formation, c'est pas pour moi, je suis pas capable ». Parce que bon, déjà, ça dure 10 minutes et puis une mouche qui vole, je la suis. Puis petit à petit, au fur et à mesure des activités, ces personnes vont se dire « tiens, j'ai tenu une demi-heure ». Puis en fait, ce truc m'a intéressé. Quand je suis intéressé, je sais tenir 1 heure en fait. Il y a le temps de l'activité. C'est un temps différé de la réalité qui est à l'extérieur, mais qui pourrait être reporté en extérieur. On a l'expression de soi en laissant une trace concrète par les médiations artistiques, notamment le travail de l'argile, de la peinture. Quand il va repasser ou quand d'autres vont venir, quelque chose de lui va rester là. Donc il y a une continuité d'existence finalement. Il y a le travail sur l'image de soi et finalement donc les liens sociaux. Alors l'impact de nos activités de la psychomotricité sur la motivation des jeunes, je reviens quand même sur un petit quelque chose, c'est que tout à l'heure donc je disais que quand ils vont chez la psy, ils se retrouvent de l'autre côté d'un bureau. Quand ils vont voir l'infirmière, ils sont aussi finalement au départ de l'autre côté d'un bureau, puis on les sent sur une table et ils ne bougent pas trop. Et une personne qui sait leur donne quelque chose qu'ils ne savent pas faire ou ne savent pas être. Et finalement ici, moi je vais me placer en tant que personne humaine, en tant qu'humain tout simplement, et on va parfois se déplacer dans des salles qui sont à l'extérieur, et ça va être le moment dans le métro de discuter. Ça va être au sein de la salle de psychomotricité, ça va être avec un café. Donc on est vraiment dans quelque chose qui n'est absolument pas formel et qui va donner le cadre de je suis humain avec des connaissances, puis il y a des choses que je ne sais pas et que tu connais mieux que moi, que tu peux apporter. Je vais me mettre en position aussi d'apprenant parfois, de manière valoriser, à amener la personne à pouvoir prendre sa place. Et inversement, cette personne pourra devenir apprenante envers un autre partenaire, envers moi, envers des pairs, etc. Et s'autorisera à demander, puisque la personne qui est la responsable de l'activité, elle ne sait pas tout non plus. Alors, deuxième point, par rapport à ça, c'est qu'il faut noter que la motivation, elle n'est pas qu'externe. Alors souvent dans le scolaire, puisque je travaille souvent aussi avec des enfants et des ados dans le milieu scolaire ou de la formation adulte, eh bien, finalement, on dit, bon, mon gars, il est temps de te motiver pour réussir cette formation, etc. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, il est temps de te motiver? D'où elle vient, cette motivation? Alors, en tant que psychomotricien, j'ai travaillé une certaine motivation interne, parce que de là, la personne va se sentir capable, sécure pour pouvoir avancer. Mais il y a aussi ce que les formateurs, ce que les pairs, ce que le fait de réussir va pouvoir renvoyer en termes de « je suis capable de faire ». Donc, il y a vraiment ce jeu entre l'interne et l'externe. Et donc, là où je travaille vraiment au maximum, ça va être de pointer ce qui vient de l'interne et pointer ce qui vient de l'externe pour les mettre en relation. Et pouvoir servir de socle finalement à la motivation des jeunes. Et donc, c'est vraiment dans la sécurité interne suffisamment bonne que ce socle va se solidifier. Et ça, avec ce travail de renforcement continuel, en restant une personne ressource, toujours fiable, ça parce que c'est très important, le parent n'a pas nécessairement été fiable. Un professeur a peut-être été cassant et on a cassé finalement sa motivation à ce jeune en disant bon, c'est que je ne suis pas capable finalement. Et là, petit à petit, il est capable de plein de trucs. Et s'il a réussi un petit examen, il va venir vous le dire et puis il va vous dire là, je ne suis pas très sûr de moi. Il vous demande un rendez-vous, il reste aux activités. Et on retravaille encore une fois sa demande toujours en jeu avec les autres. Et on fait vraiment de ce socle quelque chose de plus en plus solide pour créer un ancrage sur lequel il pourra s'appuyer et ensuite se séparer de la personne qui prendra la figure d'attachement de manière à s'autonomiser. Et pour moi, c'est vraiment là qu'est la motivation des jeunes en soi. Merci Nathan. Merci vraiment à tous les deux. Merci aussi pour la clarté de votre propos et les PowerPoint qui étaient là. Donc, Je m'appelle Ingrid de Souza. Je ne sais pas, c'est la première fois que je viens sur cette plateforme. Donc, mais j'avais 2 questions à poser à Nathan. Je n'ai pas suivi, sauf s'il l'a dit au départ, mais je n'ai pas suivi. La première question, c'était dans quel cadre, je me permets de tutoyer, hein. J'espère que ça ne va pas poser de problème. Dans quel cadre tu reçois les jeunes NEET, Nathan? Parce que tu as parlé, parce que ça m'implique plus directement parce que je travaille aussi avec des gens 18-25.
Oui. Mais je n'ai pas bien compris dans quelle situation, dans quel cadre tu reçois ces jeunes en entretien individuel. Si le premier slide, il y avait par rapport on va dire, aux caractéristiques des jeunes, il y a un manque de fiabilité, tu avais mis. Ça s'interprète comme instabilité. Si tu savais me donner des comportements observables pour toi, c'est quoi ce manque de fiabilité, s'il te plaît? Alors bon, première question tout d'abord, donc dans quel cadre je reçois les jeunes NEET? Eh bien, donc je travaille dans un service d'insertion sociale où nous avons depuis donc 2000, moi je travaille ici depuis 2017, pardon, et donc depuis 2016, on voit dans le public SDF et drogués que nous recevons de plus en plus de jeunes. Alors, je pense que c'est un peu spécifique à la région, quoique j'en parle un petit peu partout en Belgique en tout cas. Et il y avait avant des écoles spécialisées qui pouvaient garder des enfants jusqu'à l'âge de 25 ans. Enfants, bon, on est bien d'accord, voilà. Maintenant, il y a eu des changements de loi et finalement, on se retrouve avec des jeunes à qui on donne un sac à dos et on leur dit c'est très bien, tu as fait tout ton parcours en école spé. Et puis, bon, ben maintenant, tu dois te diriger vers la vie. Voilà, s'il te plaît. Et sans plus d'aide, sans plus de formation, avec des papiers qui ne sont pas des certificats, qui ne sont pas des diplômes, et on les retrouve pas du tout armés. Et donc ensuite, ils viennent dans les différentes institutions sociales de la région où j'habite, avec tout d'abord des demandes simplement d'une aide au logement et de besoins vraiment primaires. Donc se laver, manger, etc. Et là, moi, je fais le lien et je vais déjà à leur rang. Alors, pourquoi les NEET? Bien tout simplement parce que déjà, on a un subside pour ça, vu le développement des enfants, des ados, pardon, des jeunes qui sont de plus en plus en rue dans la région dans laquelle je travaille. Alors, si j'ai bien compris, tu reçois les jeunes qui sont en demande de logement spécifiquement ou d'autres? Pas du tout. Donc, dans le service d'insertion sociale, on reçoit également des gens qui sont en logement. Mais la porte est ouverte vraiment à tous les jeunes, finalement, à toute personne qui a déjà un souci, même au niveau social. Si une personne vient me trouver, me dit, voilà, j'ai des ennuis avec mes parents, ou je me sens rejeté à l'école, et j'ai 18 ans, parce que ça, c'est une donnée importante, simplement, la porte est ouverte et c'est sur demande spontanée. Alors, la deuxième question, donc le manque de fiabilité, eh bien, on a parfois des jeunes qui viennent nous dire, voilà, j'ai un diplôme en boucherie, ou là, je suis à la fin, puis finalement, ça s'est mal passé. Est-ce qu'on peut faire telle et telle démarche avec vous? Je dis, bien sûr, si tu veux, tu aimes le foot, oui, j'aime le foot, mais viens, on va commencer sur le chemin à discuter par rapport à ça, viens cet après-midi. Puis finalement, la personne ne vient tout simplement pas. Ça peut être parce qu'elle a rencontré une personne qui lui propose une bière dans la rue. Ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de la conso. Ça peut être simplement le fait qu'un parent lui a dit, écoute, c'est pas grave, ne va pas là-bas, reste chez moi. Puis ensuite, cette personne remet dehors le jeune quelques jours plus tard. Et donc, finalement, il est dans une instabilité constante. Et donc, cette fiabilité, puisqu'il n'a déjà pas confiance dans sa démarche à lui, et sa démarche n'est déjà pas claire, eh bien, finalement, en fait, il ne la met pas en action réelle. Il ne pose pas d'acte par rapport à sa demande. Et donc, il y a aussi, finalement, on a eu des réunions par rapport à ça, la non-demande, c'est-à-dire comprendre, à partir du moment où la personne vient, c'est qu'il y a une demande, mais cette demande n'est pas nécessairement verbalisée, et pour la personne, clairement verbalisable. Il ne sait peut-être pas même de lui-même ce qui est possible. Voilà. Nathan, il y a une question pour toi, donc de la part de Pascal. De ton point de vue en qualité de psychothérapeute, que signifie pour toi le mot appui? Je clarifier un petit truc, c'est que je ne suis pas psychothérapeute, je suis thérapeute en psychomotricité, ce qui est un chouïa différent. Donc, moi, je fais le lien avec le psychothérapeute, mais ça s'arrête quand même à l'intégration psychique. Donc, c'est un petit peu avant la psycho, même si on a une très très bonne base de psycho et que c'est vrai que c'est assez fluide, on va dire, le lien. Alors, au niveau de l'appui, c'est vraiment aller rechercher les racines. C'est vraiment aller chercher de quoi finalement se porter seul. Donc, c'est un appui d'un point de vue psychomoteur. Une personne peut être en appui sur ses pieds, ça c'est la plupart des gens, mais est-ce qu'un appui est solide?
Ensuite, des personnes en salle de psychomote ont besoin d'une canne qui va être éventuellement un mur avant de se mettre en action, qui va être une personne, ou ça peut être simplement une action. Alors, je vais prendre une petite anecdote de quand je travaillais en milieu hospitalier. Un monsieur qui avait une prothèse totale de hanche ne savait pas marcher, je vais faire très très vite. Le kinépasse, on lui demande de marcher, et finalement, fonctionnellement, tout marchait bien chez cette personne. Et ce monsieur ne désirait pas marcher parce qu'il y avait plein de peur. En tant que psychomotricien, je le remets à la verticale, je lui fais prendre appui sur ses pieds et en contact avec la paume de mes mains, un peu en mode tai chi comme ça, et je lui fais verbaliser sa difficulté et je lui renvoie la perception de ses muscles et de ses appuis. On fait 20 minutes, le lendemain, le kiné arrive et ce monsieur se lève spécialement, directement, et dit voilà, je suis parti, je sais marcher. Ben, finalement, c'est ça un appui. On a un appui physique, on a un appui ressenti et on a un appui psychique ou psychologique, c'est-à-dire qu'il faut la volonté et il faut la sensation de pouvoir la mettre en action, cette volonté, de pouvoir avoir physiquement la capacité de le faire. Voilà ce qu'est un appui. Merci Nathan. Il y a une question pour Ségolène. Au vu de ton expérience et de tes interventions que tu as pu déjà faire dans le cadre de l'insertion et notamment travailler en relation avec les travailleurs sociaux, est-ce que tu as pu observer éventuellement des difficultés sur le fait que vous n'ayez pas forcément la même posture? Et du coup, est-ce qu'il y a des contradictions ou peut-être toute autre chose? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? Effectivement, il y a une vraie différence de posture, hein, très clairement, qui est très concret pour les personnes, pour les salariés en insertion. C'est que le travailleur social, il a des fonctions très facilement définissables, hein. Telle personne va être responsable au niveau des travailleurs sociaux de tel type de démarche, c'est assez clair. Et puis, alors moi, j'arrive avec ma posture de coach, et ma posture de coach, c'est d'être responsable de quoi? C'est assez abstrait pour eux. Donc, l'explication, évidemment, qui est fournie, hein, c'est que je suis là au service de leur frein intérieur, de leur levée de frein intérieur. Ce qui peut les embêter, on le travaille ensemble. Sauf que là, il y a quelque chose de très, au tout démarrage, en général, comme une forme d'incompréhension, hein, du côté salarié en insertion, avec une espèce de fantasme. Qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi on vient me questionner? On va me demander de parler de moi. Et puis, ce que je vais dire, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et pourquoi j'irai parler? Bon, voilà, il y a quelque chose de très, très abstrait pour eux au tout départ. Et puis, une fois qu'on se lance dans la relation, voilà, je me donne aussi, hein, je place le cadre, je définis la question de la confidentialité qui est essentielle, les objectifs qui sont tout simplement de les aider à traverser quelque chose de difficile ou de complexe, quelque chose se produit. Mais au tout départ, la posture, elle n'est vraiment pas évidente à saisir pour eux. Donc ça se vit dans le réel. En fait, c'est à ce moment-là, en se lançant, que chaque personne peut prendre un peu confiance, parce qu'au tout départ, il y a avant tout de la méfiance. Merci Ségolène. Donc, moi, j'ai aussi une question pour chacun. Donc, comme ça, alors pour Nathan, j'aimerais bien, parce que j'étais un petit peu frustrée juste parce que c'est au moment de ton rôle de psychomotricien, j'aimerais bien que tu puisses donner des exemples, mais vraiment très concrets d'outils que tu fais pour faire tomber les différents boucliers pour permettre l'intégration psychique du corps. Deux exemples assez sympas. Donc, le premier, par exemple, je donne un atelier de style tai chi. D'accord? Lors des mouvements un peu préarrangés, comme ça, on fait des mouvements d'abord seul, où on a une attention à soi. Puis ensuite, je me mets en relation avec la personne qui ne supporte pas d'être touchée. Donc, la personne vraiment a est rigide au niveau de l'ensemble de son corps, au niveau global. Et cette personne, finalement, je remarque qu'elle bouge un peu comme un bâton, vraiment. Hein, on a vraiment un monsieur qui bouge comme un Playmobil. On se dit, mais là, il y a quelque chose quand même qui n'est pas normal. Il n'est absolument pas... il aimerait bien faire les mouvements, mais vraiment, on voit qu'il y a un blocage. Donc, je vais travailler sur comment amener le toucher, la détente, l'action, au travers du contact, au début, par exemple, avec un ballon baudruche, où cette personne va venir pousser le ballon, et moi, je vais contrer, donc changer les forces qui sont en action, limiter son action, aller dans son sens, créer un déséquilibre. Il va devoir contrebalancer,
percevoir la force que moi je donne. Et finalement, on remarque qu'au fur et à mesure du travail, on peut enlever ce ballon baudruche, on va se poser paume contre paume, et finalement, il y a une décontraction globale musculaire qui va s'installer. Et cette décontraction globale musculaire va devenir finalement, je vais la conscientiser. Et donc, à force de renforcement, cette personne va prendre conscience de ces charnières qui peuvent venir finalement débloquer sa raideur globale. Et curieusement, alors en tant que psychomotricien, je ne vais pas dire curieusement, mais peut-être d'un point de vue extérieur, on se dit, tiens, le monsieur, finalement, il repart, il a une démarche souple. Alors, ce monsieur, par exemple, avait une tendance à rire sans arrêt, et finalement, c'était une technique d'esquive qu'il avait. Dès qu'on lui adressait la parole sur quelque chose qui l'engageait, où il devait faire un choix, où il devait parler d'autre chose que boire, manger ou du superficiel, ce monsieur riait, et puis voilà. Au fur et à mesure de prise de conscience du corps, eh bien, l'émergence de ce rire intempestif s'est calmée. Quoi d'autre? Au niveau, par exemple, de l'atelier cuisine, donc il faut bien vous dire que je ne fais pas d'occupationnel. Mon rôle n'est pas de leur faire une activité pour qu'ils passent du temps. On avait un jeune homme qui avait une déficience mentale légère, avec des difficultés de verbalisation, qui était généralement toujours dans le coin un peu renfermé, qui regardait par terre, donc une difficulté avec le regard, avec la posture, une posture un peu Gaston Lagaffe, comme ça, fort arrondie, les épaules enroulées, impossibilité de rentrer en contact avec d'autres, mais donc comment aller trouver déjà une institution pour demander de l'aide si on est déjà dans cette dynamique, avec, oui, mais moi, je ne sais pas dire, monsieur, moi je ne sais pas dire, je ne peux pas communiquer, même le mot communiquer était déjà difficile, moi je ne peux pas dire les choses que je veux. Et donc finalement, au travers de la création de la compétence de se faire à manger, mais tiens, mais moi je ne sais pas faire à manger non plus, cher ami, mais par contre ton copain à côté, regarde, il a une connaissance là-dedans, demande-lui, ah oui, je ne sais pas peler une patate. Ah bah attends, on va te montrer comment peler une patate. Et là, on a un père qui vient servir de support finalement. Donc on crée le lien social, d'abord avec une personne. Cette personne qui était en externe, au fur et à mesure des séances, ne se place plus en externe. Elle vient à la rencontre de cette deuxième personne. On ouvre vraiment le champ des possibles. Donc nous sommes maintenant 3, puis on ouvre le regard. Cette personne, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, parce que comme disait Ségolène, il y a le temps qui est important, la durée pour l'intégration, prendre le temps. Cette personne eh bien, se remet plus à la verticale, plus sûre d'elle, simplement avec une posture où j'ai besoin de quelque chose, je vais lever le regard, je ne sais pas tout à fait m'exprimer, je prends le temps de chercher des mots, je ne panique plus. Ah, mais j'ai réussi à faire ma soupe, j'ai réussi à faire telle chose, je connais la démarche. Tiens, un tel arrive, il est nouveau dans le groupe, ah, mais moi je sais quelque chose, je vais aller lui expliquer, comme on l'a fait pour moi. Et finalement, on est vraiment dans une dynamique où on crée vraiment le lien social, la conscience d'être soi, de pouvoir avoir l'autorisation d'être soi, d'abord par les autres, mais aussi par soi, et c'est ça le plus important. Merci Nathan. Et alors, juste pour Ségolène aussi, parce que dans ton propos, tu disais qu'il était important d'avoir une personne qui n'est pas impliquée et qui prend du recul et qui pour avoir une neutralité, c'est ça. Alors, on n'a pas, hélas, toujours l'occasion au sein d'une institution d'avoir des personnes externes. Est-ce que tu penses qu'au sein d'une équipe, on peut quand même instaurer le fait qu'il y ait une certaine neutralité avec certains au sein de l'équipe? Alors, c'est une question complexe que tu poses là, parce que la neutralité dépend du type de rapport, du type de rapport qui sont placés dès le départ. Il est complexe de devenir neutre dès lors qu'on est en même temps l'interlocuteur qui va octroyer des congés. Si tu me dis, toi, qu'aujourd'hui, tu ne pouvais pas venir travailler, dans ma posture neutre, je ne vais pas te blâmer, je vais chercher à comprendre ce qui t'arrive. Dans ma posture d'employeur, je dois replacer le cadre. Donc, tu vois à quel point ça peut être vraiment complexe. Et donc, j'aurais tendance à répondre non, ce n'est pas possible. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que je peux observer à quel point les personnes en insertion peuvent avoir besoin de cette zone de neutralité où ils peuvent se déposer avec la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de leur processus et de leur mécanisme pour pouvoir aller les explorer, les modifier, les revisiter, les actualiser, les faire évoluer.
Et ça ne peut se faire que dans un cadre neutre. Parce que sinon, il y a une censure de la parole qui entrave complètement le travail. Donc, c'est vraiment nécessaire de passer par cette posture neutre. Mais il faut vraiment que la personne n'ait pas d'enjeu institutionnel Exactement. fort et que du coup, ma parole soit libre, quoi. Tout à fait. Ouais. Merci en tout cas pour toutes ces informations. On a effectivement une question de la part de Karine du relais social de Tournai. La première, c'est est-ce que vos interventions sont gratuites? Parce qu'en règle générale, les jeunes vulnérables ont souvent peu ou pas de moyens financiers. Et auquel cas, dans quelle mesure, s'ils n'ont pas de moyens financiers, dans quelle mesure ils peuvent bénéficier de vos interventions? Toutes les activités que je propose et même les suivis sont tout à fait gratuits. Hein. Il n'y a vraiment aucune compensation monétaire du tout. Et donc pour toi, Ségolène? Alors de mon côté, ça se passe autrement. Donc j'exerce en libéral, donc j'ai on va dire mon chiffre d'affaires. Et par contre, lorsque j'interviens dans des entreprises, dans le cadre de l'insertion notamment, j'ai besoin d'être rétribuée parce que sinon je ne pourrais tout simplement pas le proposer. On a estimé qu'effectivement son intervention était hyper intéressante, mais pas que de mon point de vue en qualité de responsable, mais plutôt du point de vue de toutes les personnes qui ont été bénéficiaires en fait de cette approche, puisque toutes les personnes ont pu rencontrer Ségolène à plusieurs reprises. Et puis, on a fait aussi des rencontres de manière collective. Et il y a une réelle volonté de vouloir poursuivre effectivement cette intervention. Mais ce qu'il en ressort, c'est qu'on sent bien qu'effectivement, on n'est pas du tout, comme tu disais, Ségolène, sur les mêmes postures. C'est vraiment une plus-value d'avoir quelqu'un d'extérieur qui puisse intervenir au sein des… Là, en l'occurrence, moi, je suis responsable d'un atelier chantier d'insertion. Mais c'est très, très intéressant et très pertinent de faire intervenir des personnes qui sont complètement en dehors, en fait, des enjeux liés à l'accompagnement individualisé que nous, on peut soumettre, liés aux enjeux du développement de l'activité, de ce qu'on peut demander ou, entre guillemets, exiger aux salariés. Alors, moi, j'avais une petite… Milouda me faisait part qui est professeur à l'ISL. Est-ce que ta démarche pourrait être nommée comme habiter son corps pour s'incarner dans la réalité, pouvoir agir dans le concret, c'est quelque part exister. Donc, elle disait, est-ce que du coup, pour se motiver, il est d'abord important de partir d'abord de l'ancrage corporel, quoi. Alors, on dirait déjà que cette phrase sort d'un livre de Psychomote. C'est superbement dit. Milouda nous a sorti ça comme ça. Et donc, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée d'insérer des gens au niveau social, c'est chouette, c'est très bien, mais il faut d'abord que les gens en aient la compétence. Et on s'est de plus en plus rendu compte que c'était déjà avant tout ça qu'il fallait travailler. Et ça, c'est pour ça que j'ai intégré le groupe. J'ai un collègue qui est assistant social, un autre éducateur. Et donc, on travaille dans nos activités avec des buts différents, finalement, des éclairages différents. Et donc, ensuite, même si je m'y fais aussi, je vais aller vers la remise en formation, etc. Mais tout ça est déjà avant. On est vraiment dans habiter son corps et dans habiter aussi son corps. Ça veut dire aussi l'esprit, finalement, hein, le psychique aussi. Et c'est seulement avec l'ensemble bien accordé qu'on peut se faire une vie correcte. Alors, on a tous des déséquilibres les uns et les autres, même ceux qui paraissent dans la norme, hein, mais bon, c'est vrai que voilà, il faut partir de là. Merci à Nathan, merci Ségolène. Voilà, un grand merci pour vos interventions, vraiment très, très intéressantes. Et merci à tout le monde.